Salut, c'est De Laurentiis, je suis artiste, musicienne et productrice. Alors dans mon studio, j'ai plusieurs sortes de machines. J'ai aussi bien des synthétiseurs que des contrôleurs MIDI, que des instruments acoustiques aussi, un piano. J'utilise beaucoup ma voix, donc beaucoup de micros, de synthé aussi virtuel et aussi voilà, toute la technologie, tout ça fait partie de mon moyen d'expression. Et c'est pourquoi j'ai utilisé des intelligences artificielles depuis 2018 dans mon processus créatif et dans ma manière de produire la musique en studio et depuis peu en live aussi. Alors en fait, quand vraiment j'ai eu envie d'utiliser de l'IA, c'était pour mon album Unica, donc l'album juste avant Musicalisme, pour justement personnifier cette relation aux machines. Le fait d'être entourée de machines toute la journée, de 8 heures à 10 heures par jour dans mon studio, j'avais comme la sensation d'avoir une deuxième entité, celle que j'appelle ma sœur numérique, qui en fait composait avec moi, c'était de la co-création. Et donc tout cet album-là, c'était une version un peu moderne du conte de Pinocchio, où j'étais Geppetto dans mon atelier et je créais ma sœur numérique. Et à la fin de l'album, elle devenait une vraie intelligence artificielle. Donc là, effectivement, je ne me voyais pas sortir l'album sans utiliser des outils d'IA. Donc en 2018, c'était pas facile parce que peu de gens en parlaient et ça intéressait vraiment peu de gens. Mais j'ai trouvé une équipe chez Spotify CTRL. Et donc on a travaillé pendant 1 an à la création d'un morceau qui s'appelle Somewhere in Between. Donc c'était vraiment des interfaces et des IA très débutantes. En fait, il y avait très peu de bons résultats. Mais moi, j'étais hyper curieuse de ce qui m'intéressait dans cette recherche, c'était trouver des nouvelles sonorités. Et vraiment toujours ce rapport hybride, en fait, ces sonorités, cette hybridation entre l'humain et la machine. Donc moi, ce que je fais déjà depuis des années, de partir de ma voix naturelle et d'y rajouter plein d'effets, que ce soit le chœur virtuel de l'IRCAM, des harmoniseurs, des vocodeurs, travailler sur le pitch de ma voix, sur faire en sorte que ma voix soit augmentée plus que ce qu'elle ne le serait naturellement. Et donc, grâce à l'IA, j'ai découvert le clonage vocal. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment une vraie révolution de comment je peux cloner ma voix avec un autre instrument. Donc la remixer avec un autre instrument et pour créer des sonorités qui n'existent pas. C'est vraiment, je pense que c'est ce que l'IA peut nous amener. J'espère qu'on ira jusque-là, qu'on arrivera à trouver un nouveau style et de nouvelles sonorités. Après, son évolution négative, malheureusement, je pense que c'est les gens qui créent des IA pour recréer des musiques que des êtres humains pourraient faire. Donc je ne vois pas trop l'intérêt. Mais après, c'est à chacun de choisir les IA qu'on a envie d'utiliser. Donc moi, ces IA, je ne les utilise pas. C'est vraiment moi, les IA que j'utilise, elles font partie de l'ensemble de ma création. C'est-à-dire au même titre que je vais utiliser un synthé ou un effet vocal ou un piano ou une boîte à rythme, il va y avoir peut-être une IA qui va cloner ma voix avec un autre instrument, une IA qui va générer un accord sur toute une grille harmonique. Donc c'est vraiment une partie de la production et souvent ça intervient sur le sound design, donc pas vraiment sur la partition, sur le côté composition. Donc voilà, moi je pense que dans cette utilité-là, c'est hyper créatif et c'est hyper intéressant. Mais après, à chacun d'être responsable de sa création et des IA qu'il a envie d'utiliser. En fait, quand j'ai dit ça, ça voulait dire que moi, je passe entre 8 heures et 10 heures par jour dans mon studio à créer de la musique. Et en fait, les IA ne vont pas raccourcir ce temps. Ça ne m'aide pas à composer plus vite, à produire plus vite. C'est juste que à chaque fois, je dis c'est une corde de plus à mon arc. C'est comme un guitariste qui d'un seul coup a une nouvelle pédale d'effet. Voilà, c'est un instrument qui va se rajouter à la chaîne d'instruments que j'utilise dans la production. Et en même temps, c'est beaucoup de travail
parce que c'est pas justement des IA où on tape des prompts et elles génèrent des choses. C'est des IA qu'il faut détourner, qu'il faut manipuler, qu'il faut essayer de détourner de sa fonction pour arriver à obtenir des sonorités intéressantes. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'heures de travail, mais en même temps, c'est pour un résultat effectivement qui amène de nouvelles idées. Ça, en fait, c'est depuis que je suis toute petite. Je vois des couleurs, des formes et des personnages quand je ferme les yeux et que j'écoute de la musique. Donc c'est quelque chose de très personnel. J'en parlais pas à l'époque parce que je pensais que c'était le cas pour tout le monde. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que parfois je disais, par exemple, je répétais avec des musiciens et je leur disais, ah mais là, à ce moment-là, est-ce que vous voyez la cascade violette avec tel et tel personnage? Et ils me disaient, bah non, nous on voit rien. Et moi j'étais là, mais comment on peut ne rien voir en écoutant de la musique? Pour moi, c'était pas normal. Et donc j'ai appris que ça s'appelait la synesthésie. C'est soi-disant un trouble neurologique, mais effectivement, moi je trouve que c'est quelque chose qui m'accompagne et qui m'aide pour visualiser la musique. Et quand j'ai découvert justement les instruments que j'utilise, ça a commencé par le push d'Ableton, là maintenant c'est les Erae de Embonomy, qui sont en fait des surfaces. Moi je vois ça comme des palettes de peinture, comme un peintre en fait qui va dessiner ses sons. Donc à partir de là, j'ai commencé à organiser mes sons par couleur, parce que c'est comme ça que je les ressentais depuis toujours. Et encore une fois, c'était quelque chose de personnel. Donc pendant des années, j'ai joué avec ces instruments-là, sans forcément en parler. Et un jour, je suis tombée sur un mot sur un mur qui s'appelait musicalisme. Et j'ai vraiment été percutée par ce mot. J'ai voulu savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Et là, j'ai découvert que c'était un mouvement de peinture des années 30 de Parisiens qui, en fait, étaient synesthètes et qui voulaient reproduire les vibrations sonores sur leur toile. Donc, c'était un peu le chemin inverse de ce que je fais. Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est vraiment le thème de l'album. Et donc, je vais essayer d'analyser au plus près quelle est ma synesthésie. Et donc, j'ai fait un tableau de correspondance, donc avec des sons, des couleurs, des émotions, des types d'instruments, pour après penser l'album comme une BO de musique de film et où chaque couleur est un personnage. Donc, pour chaque couleur, je suis rentrée vraiment dans une typologie d'instruments et dans une gamme mineure ou majeure. Et voilà, et chaque titre s'enchaîne. Donc c'est vraiment un voyage vers ma synesthésie. C'est à chaque fois des couleurs qu'on connaît, hein. C'est du rouge, c'est du vert. Après, c'est nuancé. Il peut y avoir plusieurs couleurs selon les formes, selon les personnages. Il peut y avoir d'un seul coup une espèce de petite fée jaune qui va se mettre à tourner. Enfin voilà, c'est des choses voilà, qui se mélangent. Mais c'est vrai que souvent, c'est lié à des harmonies, donc ça me met dans un état émotionnel, tu vois, genre un enchaînement d'accords. Et cet état émotionnel me met dans une couleur. Et je sais que je suis dans cette couleur-là parce que je suis connectée à cette émotion-là. Donc après, il va y avoir toute une palette de sons qui vont être associés à cet état et à cette émotion-là. Moi, dans mes premiers souvenirs d'écoute de la musique, je me rappelle que je fermais les yeux. J'étais dans le salon de mes parents et ma mère elle écoutait beaucoup de jazz et je me rappelle de fermer les yeux et d'être dans mon monde et enfin voilà, de danser et de voir donc toutes ces choses. Mais vraiment, c'est très longtemps après que je me suis rendu compte que c'était pas en fait quelque chose de normal. Parce que pour moi, c'était normal en fait, j'avais vraiment ce monde intérieur très très développé où je visualisais vraiment beaucoup de choses. Et je pensais que c'était le cas pour tout le monde. Mais j'ai appris après qu'il y avait beaucoup de musiciens, d'artistes qui sont synesthètes. Par exemple, Tom York est synesthète. Il y en a plein en fait, mais ils ne le disent pas forcément. Et voilà, moi c'est juste qu'à ce moment-là, comme ce mot m'est apparu, je me suis dit, bon, je vais essayer. Et puis comme aussi j'utilise, c'est comme ça que j'organise mes sons sur mes pads et que c'est vraiment une manière très particulière de composer la musique et de la faire aussi sur scène. Voilà, j'avais envie vraiment de partager ça sur un album, quoi. Ouais. En fait, il y a des couleurs dans lesquelles je me sens bien, évidemment. Donc, tout ce qui est bleu, violet, dérivé jusqu'au rouge, ça, c'est vraiment des états dans lesquels je me sens vraiment bien. Donc, j'ai tendance à aller tout le temps vers ces couleurs-là. Et le défi sur l'album, c'était justement d'aller vers des couleurs qui ne sont pas naturelles pour moi. Donc, des gammes, des suites harmoniques, des sonorités
qui ne sont pas forcément celles dans lesquelles je me sens bien. Donc c'était pas facile, mais j'ai bien aimé ce cahier des charges justement, de ne pas aller vers la facilité, de ne pas aller vers naturellement ce que j'aurais eu envie de faire. Donc évidemment, il y a des morceaux dans l'album où je sens que je suis plus connectée. Ah ben, c'était une belle surprise de la vie parce que c'est quelqu'un sur Instagram il y a quelques mois qui a partagé un concours et qui m'a dit, enfin il me l'a envoyé en privé en me disant tiens regarde il y a un concours sur l'IA, des gens qui utilisent de l'IA et qui font de la musique, pourquoi tu n'y participerais pas? Et en fait je ne savais même pas ce qu'il y avait à gagner et donc je me suis inscrite et après j'ai oublié et c'est des mois après que j'ai reçu un mail comme quoi j'étais finaliste et que j'étais invitée à performer au Kappa Festival. Et c'était à Turin et c'était en fait, ça tombait pendant la période où moi j'avais un concert à Toulouse. Donc j'ai d'abord répondu, bah, je ne suis pas disponible. Et là ils m'ont dit, mais vous vous rendez pas compte, c'est énorme, il faut absolument venir. On a regardé les billets d'avion, vous pouvez venir dès le lendemain matin, de Toulouse, c'est possible. Et en fait, c'est là que j'ai compris l'enjeu et le truc que c'était énorme. Donc là, évidemment, j'y suis allée et bon, la récompense a été que j'ai en plus gagné le concours. Donc c'était incroyable, quoi. C'était une journée incroyable, quoi, parce que c'est des festivals, on n'en fait pas beaucoup, quoi, des festivals comme ça. On n'a pas souvent l'occasion. J'ai trouvé que il y avait... Parce qu'après, j'ai joué, je crois, vers 14 à 15 heures. Et après, toute la journée, ben, en tant que public, j'ai pu aussi participer au festival et donc découvrir chaque scène, découvrir chaque artiste, l'énergie, le public. Il y a quelque chose de très particulier dans ce festival, c'est aussi le travail sonore qu'ils font entre les scènes, parce que souvent dans des grands festivals comme ça, les sons sont pollués d'une scène à une autre, alors que là, on passe d'une scène à une autre et d'un seul coup, soniquement, on est isolé et on rentre dans... Enfin, vraiment, le travail qu'ils ont fait sur le son est incroyable. Et puis, voilà, c'était fou, quoi. Je suis très fière. Cette IA, c'est une collaboration avec Sony CSL. C'est un laboratoire de recherche avec qui je collabore déjà depuis 2021 ou 2022. Non, 2021. Et parce qu'ensemble, on avait d'abord travaillé sur des classical variations. Donc, j'avais revisité des thèmes classiques via leurs outils. Et suite à ça, il y a 1 an et demi, ils m'ont posé la question de est-ce que tu aimerais qu'on crée ensemble une IA? Et là, je leur ai dit, ben, moi, l'IA de mes rêves serait une IA avec laquelle j'interagis en live et avec laquelle je peux improviser comme deux musiciens de jazz. Et comme dans le thème de l'album, ben, c'est la synesthésie, donc le lien avec la visualisation et les sons, on s'est dit, ben, peut-être dans la communication, ce qui serait génial, c'est de faire une conversation entre un écran et voilà, l'humain, la machine, et la voix et des visuels. Donc en fait, l'IA a été entraînée avec ma voix et elle réagit à la hauteur des notes, aussi au volume, et ça génère vraiment en temps réel des visuels. Alors pour moi, honnêtement, moi j'ai la sensation d'être tout le temps la même sur scène, que ce soit en concert, en festival, en club. Mais après, je vais peut-être adapter mon set. Là, par exemple, au Kappa Festival, c'était un set de 30 minutes où là, j'ai vraiment fait que les morceaux plutôt techno, plutôt assez puissants, incisifs. Alors que pour ma release party, par exemple, c'était à la machine du Moulin Rouge. Et là, c'était vraiment plus étendu sur un format concert. Donc, j'ai pu jouer pendant 1 heure et demie. Et là, j'ai pu faire les morceaux un peu plus intimes, avec le chœur virtuel de l'IRCAM, plus basé sur la voix, sur l'émotion. Donc, en fait, voilà, par rapport au répertoire que j'ai, je vais adapter le répertoire selon la salle dans laquelle je vais, quoi. Alors, en fait, c'est un panel sur l'IA et la musique. Donc, on va être plusieurs invités à utiliser de l'IA dans la musique et à en parler. Donc, exactement ce que j'expliquais tout à l'heure en ce qui me concerne, comment j'utilise des outils dans ma production, comment je suis arrivée à aussi intégrer des outils d'IA dans le live et donner ma vision en tant qu'artiste
qui n'utilisent que des outils vraiment dans un but créatif pour quelque chose d'arriver à faire, de trouver de l'inspiration en fait avec ces nouveaux outils. En fait, moi, si tu veux, quand j'ai commencé en 2018, c'est vrai qu'il n'y avait pas ces questions d'éthique parce que les outils que j'utilisais et que j'utilise encore aujourd'hui, c'est vraiment, il n'y a pas de différence entre un synthétiseur externe ou un synthétiseur virtuel ou un outil d'IA qui va jouer une basse. Ou en fait, ça reste pour moi un instrument en fait. C'est vraiment un instrument. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui semble un peu loin de mon utilisation de l'IA, mais comme tout le monde en parle et que 99% des gens et des médias qui parlent de l'IA ne parlent que de ça, je trouve ça intéressant de donner la parole aux artistes qui l'utilisent autrement et qui peuvent justement montrer. Mais c'est vrai que c'est assez niche, cette utilisation de l'IA. Alors moi, c'est vrai que je trouve que l'inspiration, c'est quelque chose d'instantané, de très, très, très rapide en fait. C'est tout le temps en fait. Moi, je vais marcher dans la rue, j'ai mon téléphone, j'ai une idée, je l'enregistre. Je rentre dans mon studio, je vais avoir une idée de mélodie. Enfin, l'inspiration, elle vient très, très vite. Par contre, ce qui est très, très long, c'est de produire, de scénariser une idée, de faire en sorte qu'on raconte une histoire sur un morceau qui va durer 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes. C'est ça qui va être très très long. Donc en fait, c'est ça qui va être long et laborieux. Et alors que l'inspiration, vraiment l'idée première d'une mélodie, d'un thème, ça vient très vite. Donc je pense que la plupart des gens n'ont pas de problème d'inspiration, mais c'est voilà, c'est après qu'est-ce qu'on en fait de cette inspiration et comment on va la mettre en forme. Donc mon conseil, c'est voilà, que c'est beaucoup de travail, c'est aussi d'être organisé, d'organiser ses semaines, voilà, de se faire un emploi du temps où on sait que ben, voilà, l'inspiration, elle peut venir facilement, mais après on se dit que pendant 3-4 heures dans la journée, on va faire que ben, peut-être organiser toutes les idées qu'on a eues, les mettre peut-être par groupe, par famille, en se disant bah, tiens, ça va dans telle direction, ça va dans telle direction. Enfin, alors moi, j'en ai beaucoup eu pour arriver aujourd'hui à maîtriser un setup qui soit stable et où je sais que je suis en confiance et que je peux monter sur une grande scène et me dire voilà, tout va fonctionner. Il y a eu des années de problèmes, enfin, j'ai plein d'anecdotes de moments où il y a des contrôleurs des contrôleurs qui ont volé parce que je les avais pas bien gaffés, des basses, des subs qui font qu'en fait c'est pareil, ça décolle les fiches USB. Aussi des conflits au sein même de l'ordinateur, des choses, des instruments qui vont rentrer en conflit par le biais du MIDI. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et donc voilà, c'est des années de faire en sorte que la session Ableton, elle soit stable, qu'il y ait beaucoup... Moi, je fais beaucoup d'automation où en fait, quand j'appelle un instrument ou un effet, en l'appelant, en fait, je l'allume. Donc en fait, ils sont tous éteints pour que j'ai le plus de ressources en fait disponibles pour faire du temps réel, parce que c'est ça qui est intéressant dans le live, c'est vraiment de faire du temps réel. Et donc pour faire du temps réel sur ma voix, sur les instruments, et sur un show d'1 heure, je vais avoir plein d'autres effets d'instruments qui vont s'éteindre et s'allumer qu'au moment où j'en ai besoin, pour arriver tout le temps à avoir à peu près un niveau par exemple, la latence. Donc par exemple, quand je chante, le temps de latence qu'il va y avoir est quasiment inexistant grâce à cette méthode. À chaque fois que ça m'est arrivé, moi je me suis toujours dit, c'est un peu toujours pareil comme un guitariste qui à un moment donné serait en train de se faire un super solo et d'un seul coup sa corde elle pète. Bon ben voilà, ça arrive, donc il y a le temps de changer la corde,
Et en fait, ben, c'est ça qui se passe. Quand ça arrive avec de l'électronique, c'est pareil. C'est le temps de soit éteindre, allumer l'ordinateur ou rebrancher. Et donc, c'est vrai qu'en général, j'ai toujours au moins un synthé qui ne va pas passer dans tout le système de la carte son et qui va être directement en face avec un micro aussi pour que s'il arrive vraiment quelque chose de très grave et qui va durer plusieurs minutes, je puisse quand même toujours communiquer avec le public. Bah, en tout cas, moi, je sais que je ne fais pas de DJ set, j'en ai jamais fait. Donc moi, je viens vraiment de presque une école classique, en fait, vraiment traditionnelle. Et c'est après que je me suis mis à la musique électronique. Donc naturellement, mon but était de jouer en live. Euh, et aujourd'hui, voilà, j'arrive à un moment où je me dis, tiens, j'aimerais bien essayer aussi de faire des DJ sets parce que j'en ai jamais fait. Mais c'est vrai que c'est pas souvent dans ce sens-là. En général, c'est des DJ qui viennent de là et qui vont après se mettre au live. Donc, bah, je pense qu'à partir du moment où on produit sa musique, le live, il est assez naturel. Parce que quand on est dans son studio et qu'on est avec Ableton et qu'on est avec des instruments et qu'on produit sa musique, bah, en fait, le live, c'est juste reprendre ses instruments et les amener sur scène. Donc, évidemment, une version évidemment plus synthétisée parce qu'on ne peut pas amener toutes les machines sur scène, mais comment reproduire cette espèce de laboratoire sur scène, c'est un peu ce que faisaient les Daft Punk au tout début, où ils arrivaient avec ce qu'ils avaient envie, donc des grosses machines. Alors il fallait avoir des camions et c'était pas facile à amener à l'époque. Mais aujourd'hui, avec quelques contrôleurs et une carte son, on peut vraiment avoir des sensations, des interactions. Donc voilà, c'est à partir du moment où on produit dans un studio, le live, il est facile. Alors, où je rêve de jouer, donc là, c'est dans mes rêves les plus fous, ce serait Coachella. Coachella, même si je pense que c'est un festival qui est plus pop, voilà, il y a aussi de la place pour la musique électronique, et surtout que moi, j'utilise beaucoup ma voix. Donc, ouais, ça serait chouette. Bah, pourquoi pas Justice, dans ce style-là, ouais, évidemment. Bah, ce serait dans un lieu naturel, dans un endroit un peu comme les Pink Floyd avaient fait à Pompéi, un endroit assez inaccessible, peut-être en haut d'une montagne, de l'Himalaya, ou voilà, un endroit où ce serait peut-être compliqué d'amener le matériel. Mais ouais, j'ai eu la chance avec Joachim Garraud de jouer dans le désert, parce qu'il a un bus solaire et il m'a amené dans le désert et on a fait une jam électro. Et c'était vraiment quelque chose de vraiment sensationnel, quoi. De jouer de la musique dans un lieu comme ça, totalement isolé et assez inaccessible. Donc là, le désert, je l'ai fait. Mais ouais, j'aimerais bien faire ça tout en haut d'une montagne. Alors, mon dernier mot, bah, ça concerne le live. Là, j'ai sorti l'album en janvier 2025, donc l'album Musicalisme. L'avant-première, c'était au Transmusical. Et depuis, il y a eu toute une série de concerts jusqu'à cet été, où là, c'était plutôt la version stéréo de l'album. Et j'ai fait quelques concerts en live 360 avec le travail que j'ai fait avec Hervé Desjardins chez Radio France. Et là, en fait, on va faire un concert à Paris à la Gaîté Lyrique en 360, son et images, qui va être capté par France Télé. C'est le 26 septembre et ça va être le début de la tournée 360.